ce nouveau webinaire du petitjournal.com. Alors aujourd'hui, on va parler enseignement supérieur. J'ai la chance d'accueillir 3 intervenants. Donc le sujet du jour, donc AESPOL, une licence PPE pour les passionnés de philo, politique et économie. J'ai la chance d'accueillir Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour. Et Nathanaël. Bonjour Nathanaël. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Merci beaucoup. Alors, les internautes, avant de commencer, juste pour vous, voilà, quelques petits détails, mais ce webinaire va durer environ 1 heure. Vous pouvez poser vos questions dans le chat qui se trouve à droite, donc n'hésitez pas. Également, donc on tentera d'y répondre lors de ce passage. N'hésitez pas à poser vos questions et également, donc Olivia va laisser un mail de contact où vous pourrez la joindre si jamais vous avez des questions ultérieurement à lui poser. Voilà, donc environ 1 heure. Vous retrouverez bien sûr la vidéo de ce webinaire sera disponible dès demain ou la semaine prochaine, grand maximum, sur les éditions du petitjournal.com et également sur notre chaîne YouTube. Voilà. Je vous le répéterai également durant ce webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc lepetitjournal.com, votre quotidien en ligne pour les Français expatriés, et on est ravis de ce partenariat aujourd'hui avec l'école AESPOL, qui est une école, je pense que vous allez nous en parler, mais à la base qui est spécialisée dans les relations internationales et les sciences politiques, si je ne me trompe pas. Donc, je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît, chacun, et puis après, on démarrera. Merci. J'y vais. Allez, Olivia, vas-y. Ouais, bien sûr. Je suis Olivia Baran, je travaille à AESPOL et je m'occupe de la partie recrutement des étudiants en France et à l'étranger, de toute la partie internationale, communication et vie étudiante sur place. Donc, je serai là pour vous aider à répondre à vos questions au sujet de l'orientation de vos enfants, de ce qui se passe après la licence chez nous et de toutes les questions que vous pouvez avoir sur les candidatures à AESPOL. Merci, Olivia. Nathanaël ? Oui, bonjour. Donc Nathanaël Colin-Jäger, je suis enseignant et chercheur à AESPOL et j'enseigne principalement à l'intersection de la philosophie politique et des politiques publiques. Donc ça touche aussi à l'économie, à la science politique. C'est un champ très interdisciplinaire. Parfait, merci. Jérôme. Bonjour, Jérôme Gonneau, donc je suis également enseignant-chercheur à AESPOL, maître de conférences en économie. Donc je suis impliqué directement dans l'enseignement du volet économie de la licence PPE à AESPOL. Voilà, avec une approche un peu différente de Nathanaël, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus au cours du webinaire. Parfait, merci beaucoup. Bien sûr, on va y revenir. On a pas mal de sujets, donc c'est assez dense aujourd'hui. Vous allez tout d'abord nous présenter AESPOL, puis ensuite on va la présentation de la licence. On fera un focus sur l'économie, la pédagogie. On parlera de la dimension internationale également et des débouchés, plus les modalités de candidature, bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout, posez-les dans le chat. Je vais vous laisser, présenter l'école AESPOL. Celui ou celle qui souhaite démarrer, je vous laisse la main. Alors, je vais démarrer, je vais laisser Nathanaël et Jérôme compléter au besoin. Donc, AESPOL est une école qui a aujourd'hui presque 14 ans. Nous sommes spécialisés dans les parcours bilingues en licence, en sciences politiques et relations internationales. Et notre nouvelle licence, qui a maintenant 3 ans, la licence philosophie politique économie, dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, toutes nos licences sont bilingues avec les enseignements des autres langues qui sont obligatoires, vraiment tournées résolument vers l'international, avec des étudiants qui viennent de France, mais aussi d'ailleurs. Notamment, nous avons à peu près 15% de nos étudiants qui viennent des lycées français à l'étranger ou des classes européennes et des autres pays à l'étranger. Donc, c'est certainement pour ça que vous êtes là. Et ensuite, nos étudiants, une fois qu'ils ont fini notre licence, ils ont le choix de rester chez nous en master. Nous avons aujourd'hui 4 masters qui sont enseignés à 100% en anglais.
Et sinon, ils peuvent, après avoir obtenu leur licence chez nous, aller ailleurs. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet après sur qu'est-ce qui se passe après la licence. Mais aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir les étudiants qui étudient partout dans le monde, qui restent en France, qui vont à Sciences Po Paris, qui vont dans les UIP, qui ensuite poursuivent leur carrière académique en restant dans le domaine de la recherche, qui poursuivent dans les business schools, en droit international, en économie. Donc, nous allons les évoquer plus tard. Cette partie internationale, elle vient non seulement de la partie d'enseignement qui est donnée en grande partie en anglais, mais aussi du fait que notre corps professoral ainsi que les équipes administratives viennent de l'étranger souvent. Nous avons aujourd'hui 22 nationalités qui sont représentées et dans l'équipe administrative et dans nos profs. Moi-même, je suis polonaise. Alors, pour le coup, aujourd'hui, vous avez Jérôme, Nathanaël qui sont français, mais je représente la partie internationale d'ESPOL en personne. Super, voilà. Merci. Merci à toi. Je te laisse continuer, pardon, vas-y. C'était ça. Après, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec les questions. C'était juste pour donner et peut-être juste un chiffre important. Donc, c'est 1500 étudiants qui sont regroupés sur un campus qui est en plein centre-ville. On est une école des sciences politiques de l'Université catholique de Lille. Donc, sur un grand campus de 40 000 étudiants. Et nous représentons 1500 étudiants qui étudient toute la partie sciences politiques, relations internationales, économie, philosophie aujourd'hui au sein de cette belle institution dont nous allons parler après. Super. Donc, il fait bon vivre. On est en plein centre-ville. C'est un cadre idyllique, on va dire. Hein, le cadre, il est idyllique. Les temps, les moins, Adrien. Tu sais bien que on ne va pas vous mentir. Je ne sais pas d'où vous nous regardez. Mais si vous êtes quelque part dans le sud du monde ou de l'Europe, vous savez que le nord, le temps n'est pas là. En revanche, les gens sont très sympas, comme vous allez le voir. Et oui. C'est clair, on se réchauffe comme on peut. Et oui, et les internautes, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. C'est un grand plaisir pour nous de le savoir, pour ceux qui sont en direct, bien sûr. Alors, on va démarrer avec la présentation de la licence PPE. Est-ce que quelqu'un peut démarrer là-dessus ? En quoi consiste la licence PPE ? Ce sera ma première question. Je peux peut-être commencer là-dessus. Donc la licence PPE, comme son nom l'indique, c'est une licence qui est composée de 3 disciplines, donc philosophie, sciences politiques, c'est le 2e P, et l'économie. Et le principe de la licence, donc on a le principe des doubles licences en France, on connaît assez bien ces licences-là. Là, c'est une licence triple dans laquelle vous avez des cours qui sont sur chacune de ces disciplines-là, mais aussi des cours qui vont être interdisciplinaires et donc qui vont croiser 2 voire 3 de ces disciplines. Donc si on regarde typiquement les maquettes, ça va être des cours qui vont croiser philosophie et économie, par exemple, en choix social, sur la décision collective, des analyses de politique publique et bien d'autres sujets. Et donc, c'est l'intersection entre ces 3 disciplines qui caractérise le PPE. Avec la spécificité que c'est assez rare en France. Les programmes de PPE, ça vient originellement en fait des pays anglo-saxons. C'est né à Oxford, le PPE comme licence. Et donc, c'est assez nouveau dans l'environnement français et de croiser ces 3 disciplines et de travailler à l'intersection de ces disciplines-là, ce qui ouvre aussi toute une spécificité de sujet qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le champ académique francophone. Très bien. J'allais dire, du coup, Nathanaël, c'est très bien, tu réponds aussi, je pense, à ma deuxième question. Je voulais savoir, en fait, ce qui rendait innovant, justement, cette licence. Donc, est-ce que tu veux compléter là-dessus ou est-ce que c'est… Alors, c'est innovant dans le contexte francophone totalement parce que il me semble qu'en France, il y a peut-être une autre licence PPE, mais c'est quasiment unique dans le paysage français, francophone par contre, après en Belgique, etc. Ou au Canada, il y a des choses. Mais donc en France, c'est tout à fait novateur. Et puis après, il y a aussi la manière dont c'est fait ici en plus qui est aussi très original en France, à savoir d'avoir du corps professoral et du administratif qui viennent de partout, qui ont une expérience internationale, que ce soit une formation en bilingue, etc. Donc, ce qu'a déjà mentionné Olivia. Très bien, non, c'est super, mais c'est bien de le rappeler. Je voulais vous demander si il y avait des profils particuliers, à qui s'adresser sur cette formation, est-ce qu'il faut un profil idoine ou pas,
Pas spécialement, enfin, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, je pense que le premier profil, je pense, type, c'est des personnes qui sont intéressées par les sujets interdisciplinaires, donc par les 3 disciplines en l'occurrence, qui ne savent pas forcément dès le début vers laquelle ils veulent s'orienter a priori, mais qui veulent garder précisément la possibilité de s'orienter vers les 3, parce que ça va être possible à la fin du cursus, mais aussi aux gens qui sont intéressés par les intersections spécifiques entre ces disciplines-là. Et donc, je pense notamment aux gens qui sont intéressés par l'analyse des politiques publiques, avec une envie de développer un esprit analytique sur ces questions-là. Donc, soit qu'ils soient plutôt orientés sciences politiques, mais en voulant utiliser des raisonnements qui viennent de l'économie ou de la philosophie, qui sont des économistes, mais qui veulent s'intéresser à des objets politiques et avec des concepts venant de la philosophie, ou alors des philosophes, des gens intéressés par la philosophie, mais qui veulent incorporer dans leur réflexion philosophique des éléments qui viennent de ces autres disciplines des sciences sociales et de leurs outils également, comme ça se fait beaucoup dans la recherche contemporaine. Parfait, je te remercie. Écoutez, j'ai des premières questions que je me permets de déposer, mais donc il y a Cécile qui nous demande, pouvez-vous nous donner les horaires par matière par semaine? Alors j'imagine que cela dépend un petit peu, enfin je vous laisse répondre, mais... Alors, merci pour cette question. Alors, elle est un petit peu trop précise. Moi, je pourrais vous envoyer notre brochure avec toutes les cours, etc. En général, les étudiants, ils ont à peu près 22 heures de cours par semaine qui sont répartis entre travaux dirigés et les cours en amphi. On est dans une université, mais on est une école dans une université. Donc, les étudiants vont retrouver la partie amphi où ils sont tous ensemble et ensuite, ils vont travailler en travaux dirigés en groupe pour approfondir les questions et travailler avec d'autres professeurs les questions qui étaient abordées en amphi. Donc, je dirais que c'est à peu près 30% des cours en amphi. Ensuite, nous avons les travaux dirigés et puis on a un grand enseignement de langue qui suit ces cours-là. Ce qu'il faut retenir, si les parents se rappellent, mais certainement parce qu'on doit avoir le même âge, quand on est à la fac, la journée type n'est plus telle qu'au lycée. On n'arrive plus à 8 heures et on finit pas à 16 heures. On n'a pas forcément 2 heures de pause. C'est un tout petit peu plus décousu. On peut arriver à 8 heures, finir à 10 heures, ensuite se reprendre à 14 heures, etc. Donc, c'est les journées qui sont un petit peu plus... moins linéaire, je dirais. Et on demande aux étudiants à peu près autant de travail personnel que le nombre de cours qui représente donc à peu près 22 heures par semaine en première année et autant de travaux personnels que les étudiants réalisent souvent en groupe. Parfait. Merci pour cette réponse, Olivia. J'espère, Cécile, que Olivia aura répondu à votre question. Je peux compléter un petit peu parce que c'était sur les par matière, par semaine. Alors, les chiffres qu'on a sur les maquettes, c'est des heures par trimestre, enfin par semestre, donc pas par semaine, mais je peux vous donner à peu près la proportion en fait sur les matières, c'est-à-dire que pour chaque semestre, vous avez une unité qui va être plutôt, typiquement pour semestre 1 en PPE, introduction à l'économie, introduction à l'éthique appliquée, introduction aux sciences politiques, et puis après il y a aussi les cours de langue, les cours plus méthodologiques, typiquement d'introduction aux statistiques, ce genre de choses-là, et donc la proportion, ça va être à peu près 5 heures pour chaque discipline fondamentale, donc sciences politiques, économie et plutôt philosophie. Et puis après, les 7-8 heures restantes qui vont être en langue et en méthodologie, typiquement sur introduction à la statistique, etc. Super, merci. Merci beaucoup, Nathanaël. Eh bien, Cécile qui complétait en disant oui, merci, mais je voulais comprendre le poids approximatif de la philo par semestre. Voilà, c'était ça. Voilà, ok, parfait. Et très bien, je reprends un petit peu notre trame de la présentation de la licence. Je voulais, donc Nathanaël, je pense que tu peux me répondre, mais je voulais savoir comment s'articulent en fait les 3 piliers, philosophie, politique et économie, s'il te plaît. Alors, au début, lors du semestre 1, les 3 sont un peu distingués parce qu'il faut une introduction à chacune de ces disciplines avant de pouvoir les croiser. Donc, il faut comprendre un peu les concepts et les disciplines en soi avant de pouvoir commencer à les travailler ensemble. Et dans la suite de la licence, notamment à partir en fait de la 2e année, ça s'intègre via des cours interdisciplinaires.
des cours interdisciplinaires qui vont en fait directement croiser les objets. Par exemple, au deuxième semestre pour les L2, je donne un cours de théorie des jeux qui est donc une sous-champ de la discipline économique, mais théorie des jeux appliquée à la philosophie et à la science politique. Donc, bon, je rentre pas trop dans le détail parce que ça, en gros, c'est travailler sur les théories du contrat social avec des outils de théorie des jeux, etc. Et donc, c'est ce type d'intégration qu'on fait par la suite, sachant que si les étudiants en plus aussi ont une volonté d'approfondir certains sujets plutôt que d'autres, il y a toute une partie des cours qui sont aussi à choisir à la carte, au-delà des unités fondamentales. Et donc, si quelqu'un veut rajouter plus de philosophie, il peut. S'il veut rajouter plus d'économie, il peut. Et donc, il y a aussi cette flexibilité-là dans la construction de l'emploi du temps. Super, merci à toi. Du coup, quelles sont les compétences que cette licence cherche à développer chez les étudiants? Est-ce que tu peux nous répondre aussi? Oui, bien sûr, je peux, si jamais vous voulez compléter. Complément aussi là-dessus. Bien sûr. Je pense que les premières compétences, c'est la capacité analytique, à savoir poser des enjeux, sélectionner les outils appropriés pour répondre à ces enjeux et aux questions qu'on se pose. Ouais. Parce qu'il y a aussi toute une partie de la formation qui est comment utiliser les outils adéquats pour le type de questions qu'on se pose. Donc, si on se pose une question quantitative, savoir lire, comprendre et potentiellement utiliser des outils statistiques, savoir lire des expériences de terrain, savoir lire à la fois des papiers, des articles et des travaux qui sont plutôt empiriques, donc axés sur la connaissance qui sont plutôt axés sur des expérimentations, des statistiques, etc., ou plutôt des papiers, des articles qui seront plutôt conceptuels, normatifs, philosophiques. Et donc, c'est un esprit analytique à ce niveau-là et diversifié quant aux méthodes. Donc, c'est, je pense, deux qualités importantes, c'est l'adaptabilité et l'esprit analytique, qui sont, je pense, deux grandes qualités qui sont formées au sein du parcours. D'accord, parfait, merci beaucoup. Tiens, on a bien vu vos questions dans le chat, hein, je vais les poser au fur et à mesure, et là il y en a une qui tombe bien, de Anonyme. Bonjour Anonyme, comment fonctionne le processus d'admission pour la licence PPE, vu qu'on est sur la licence, après on pourra revenir sinon plus tard, mais est-ce que vous pouvez répondre à cette question? J'y vais peut-être, Jérôme, Nathanaël, ouais. Donc les étudiants postulent sur Parcoursup. Nos 3 licences sont disponibles sur Parcoursup. Nous, on va regarder les notes, donc les derniers trimestres de la première, le bac français et les 2 premiers trimestres de terminale, avec toutes les notes, en sachant que pour la licence PPE, nous demandons aux étudiants, d'une part, premièrement, de bien aimer les maths, parce qu'il y a, comme disait Nathanaël, il y a une partie qui est économique, donc la base, c'est les mathématiques. Et d'autre part, de garder les maths jusqu'au bout. Donc, pas forcément d'avoir eu la spécialité maths, mais au moins avoir les maths élargies jusqu'à la fin de terminale, parce que c'est important pour arriver en première année et pouvoir suivre les premiers cours d'économie, microéconomie, macroéconomie, les maths pour les sciences sociales. C'est vraiment important d'avoir les maths et bien les aimer. Et donc oui, je vois la question de Cécile. Oui, les maths supplémentaires suffisent, mais c'est vrai que, ça Jérôme pourra vous confirmer, on le regarde vraiment, c'est les notes de maths qui sont importantes, particulièrement dans cette licence, puisqu'il y a une grande partie qui est basée là-dessus. Ensuite, les étudiants postulent. Les résultats de Parcoursup, comme vous savez, arrivent à peu près début juin, donc juste avant le bac. Et puis, le processus se fait comme ça. Donc, on regarde toutes les notes avec cette particularité d'avoir les maths jusqu'au bout et bien aimer les maths avec des bonnes notes qui correspondent au niveau qu'on aimerait avoir. Voilà. Merci, je te remercie. Si ça vous va, on partons sur la partie économie. On va faire un focus là-dessus. Jérôme, je pense que tu vas prendre un peu la main. Est-ce que tu peux nous parler des grands thèmes qui sont abordés en économie? Ouais. On ne t'entend pas, Jérôme, je pense. Ouais, Jérôme, ton micro, pardon. Ton micro. Ouais, ton micro, on ne t'entend pas. C'est curieux, ça.
Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, impeccable, vas-y. Ok, C'était Yannick. ouais, excusez-moi. Oui, alors je reviendrai peut-être sur les mathématiques, s'il y a d'autres questions là-dessus, simplement pour dire qu'effectivement les mathématiques sont une composante importante en économie et on a à ESPOL mis en place évidemment des cours de mathématiques qui sont là pour aider les étudiants dans leur apprentissage de l'économie, des sciences sociales et même des statistiques, comme l'a dit Nathanaël. Après, il faut voir que effectivement, les mathématiques sont importantes, mais on ne demande pas un niveau de mathématiques qu'on retrouve peut-être dans des classes préparatoires, maths physique, etc. Hein, c'est pas du tout ça. Ce sont des notions qui sont pas extrêmement complexes, mais dont il faut avoir une certaine habitude. Donc c'est pour ça qu'Olivia vous a dit, c'est vrai qu'il faut avoir gardé les maths un petit peu au lycée, parce que si on reprend en septembre l'apprentissage de notions mathématiques et puis de leur application en économie, en n'ayant pas fait de maths pendant 3 ans, c'est un peu délicat. Voilà. Maintenant sur l'économie, alors, je vais vous parler un petit peu des cours dont j'ai la charge, et puis je sais parce que tous les professeurs ne sont pas présents ici, mais que ce sont des thèmes qui sont ensuite approfondis dans d'autres cours, notamment des cours de macroéconomie. Il y a en première année un cours d'introduction à l'économie qui permet de passer en revue les bases hein, de l'économie au sens large, c'est-à-dire les agents économiques, que ce soit les ménages, les entreprises, le marché, les sociétés financières, les banques en clair, et puis le rôle de l'État, et puis un volet sur les grandes questions économiques. Alors les grands problèmes de l'économie, c'est ce que je dis souvent aux étudiants, c'est que quand on parle d'économie, en dehors des salles de classe, bien sûr, c'est souvent quand ça va mal. Donc c'est bien d'avoir un peu étudié les questions économiques lorsque la situation est délicate. Et donc on s'intéresse au chômage, à l'inflation, aux récessions, aux crises économiques, etc. Et puis à la fin de ce cours, j'ai ajouté une partie sur les inégalités et l'environnement, qui ne sont pas de nouveaux problèmes au sens où on les a découverts récemment, mais on va dire que dans le débat au sens large sur les questions économiques, ce sont des thématiques que l'on retrouve depuis moins longtemps que le chômage ou l'inflation. Voilà, donc on parle aussi d'inégalité d'environnement. Et puis en microéconomie, c'est un petit peu différent parce que la microéconomie, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Nathanaël vous l'a dit, Olivia également, que les mathématiques sont importantes. Pourquoi? Parce que c'est une technique en réalité, c'est une boîte à outils qu'on met à la disposition, enfin qu'on enseigne aux étudiants pour appréhender, analyser les grandes questions économiques bien sûr, mais comme Nathanaël l'a dit, avec une vision multidisciplinaire, interdisciplinaire, donc pas seulement économique d'ailleurs, mais avec des outils avec lesquels on va s'intéresser aux questions de travail, aux questions même politiques, aux questions de choix familiaux, etc. Voilà, ce que font du reste les économistes aujourd'hui hein, dans leurs travaux de recherche. Donc on va s'intéresser à toutes ces questions-là. Je vais donner un exemple, parce que je ne veux pas non plus monopoliser la parole, mais moi je donne un cours d'économie politique en deuxième année de licence, où on utilise les outils microéconomiques que l'on a vus en première année pour s'intéresser à des questions qui sont politique, c'est-à-dire la manière dont les gens votent, la concurrence entre les partis politiques, les campagnes électorales, les questions de redistribution, les questions d'immigration, etc. Voilà. Donc vous voyez que c'est assez large finalement. Les thématiques qui sont abordées sont quand même assez larges et pour certaines, pas directement liées, si vous voulez, à l'économie ou à l'idée qu'on se fait de l'économie. Donc c'est vraiment, il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'économie comme thématique, hein, comme sujet, et puis il y a l'économie comme discipline, c'est-à-dire comme technique que l'on utilise, en l'occurrence en ce qui me concerne la microéconomie, mais Nathanaël dira certainement un mot des méthodes qu'il emploie qui sont un peu différentes des miennes, pour s'intéresser à tout un tas de questions de société, que ce soit des questions économiques ou politiques. Voilà. Merci. Nathanaël, tu veux dire un mot là-dessus ou est-ce que... Non, bah, j'abonde dans le sens de Jérôme, à savoir le fait de dire que ce soit les mathématiques ou l'économie, en un sens, ça peut être des objets d'étude en soi, mais ça peut aussi être des outils pour analyser plein de choses. Et en économie, ça fait longtemps que les économistes s'intéressent
en fait toute une série de sujets qui ne sont pas des sujets qu'on considère a priori strictement comme économiques, savoir production, échange, consommation, etc., mais qui peuvent être typiquement les objets politiques, le vote, la concurrence des partis, etc. Et donc là, il y a aussi une boîte à outils qui peut être très différente, c'est-à-dire on peut les voir avec d'un point de vue macro, d'un point de vue micro, avec de la théorie des jeux, avec du choix social, avec du public choice. On a des cours de public choice aussi, donc de théorie des choix publics. Et donc, il y a aussi toute une diversité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toute une diversité aussi à l'intérieur de l'économie, en fonction des outils qui sont intéressants pour les études, qui intéressent les étudiants à ce niveau-là. Parfait, je te remercie. Il y avait une question, Olivia, tu as répondu dans le chat, là, qui était de Anne, qui demandait pour ça. Voilà, ma fille est en première, elle n'a pas choisi SPE maths, elle a seulement maths spécifique en terminale, elle peut prendre maths complémentaires, peut-elle candidater à cette licence. Donc d'après, donc Olivia, tu as répondu que c'était. Oui, c'est tout à fait possible, bien sûr. Oui, oui. Ok, super. Parfait. J'espère qu'Olivier aura répondu à votre question. Anne, n'hésitez pas à en poser d'autres. Je reste un peu donc, sur l'économie. Je vais parler de compétences transversales. Quelles sont les compétences transversales que les étudiants acquièrent grâce au cours d'économie? Je pense, Jérôme, tu peux peut-être nous répondre. Est-ce que... Oui, alors moi je vais insister sur un point parce que j'ai eu l'occasion, depuis que je suis arrivé à ESPOL il y a 3 ans maintenant, d'en parler avec les étudiants, d'essayer, dans la mesure du possible, de leur faire comprendre ce que je crois être véritablement une compétence transversale, c'est-à-dire quelque chose qu'ils vont pouvoir développer, pas seulement dans les cours d'économie, mais aussi dans les cours de philosophie et cours de sciences politiques, c'est le raisonnement analytique. Ce que moi j'appelle devant mes étudiants la capacité à problématiser un sujet. Et je fais souvent le parallèle notamment avec la philosophie, parce que je connais moins les sciences politiques, mais qui est l'exigence de problématisation, c'est-à-dire que lorsqu'on a un sujet devant soi, une question quelle qu'elle soit, eh bien on a une capacité critique de produire une analyse qui commence par ce que j'appelle la problématisation. Donc, ce qui pour moi est fondamental dans le développement de l'esprit critique et de l'esprit d'analyse. Alors, je pense pour les gens qui nous regardent, la question de la problématisation peut-être rappellera des souvenirs lorsqu'on fait une dissertation, que ce soit en philosophie, mais même en histoire ou dans d'autres disciplines, on problématise. Bien en économie et même en microéconomie, même s'il y a des mathématiques, et ça peut peut-être paraître un petit peu surprenant, mais la capacité à problématiser est fondamentale. C'est-à-dire la capacité de passer à un énoncé qui est un énoncé que tout le monde peut comprendre, une question économique, qu'il s'agisse d'échanges marchands, de consommation, d'épargne, comme dit Nathanaël, ou des questions de politique, et de traduire cet énoncé en des termes microéconomiques, c'est-à-dire de problématiser ces questions-là en termes microéconomiques qui sont des termes pour le coup mathématiques, mais qui, si on s'intéressait à ces questions-là avec une autre discipline, une autre boîte à outils, si vous voulez, prendra une autre forme, bien sûr. Mais moi, je crois que ce qui est fondamental là derrière, dans cet exercice, c'est véritablement la capacité à problématiser le sujet, c'est-à-dire de se l'approprier, de se dire, voilà, je veux répondre à cette question, je vais le faire en tant qu'économiste, je pourrais le faire en tant que philosophe, je pourrais le faire en tant que politiste. Bon, ben, moi, je vous parle évidemment en tant qu'économiste, et si je le fais en tant qu'économiste, et en l'occurrence microéconomiste, eh bien, je vais essayer d'être capable de traduire cet énoncé qui est fait de mots en un langage économique, mathématique. Voilà. Puis après, il y aura, et c'est uniquement une fois qu'on a réussi à faire ça, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, que les mathématiques vont être importantes. Parce que une fois que le problème est posé en des termes mathématiques, à ce moment-là commence la résolution mathématique, où effectivement les maths complémentaires, maths fondamentales, etc. vont être utiles, ainsi que les cours de mathématiques pour les sciences sociales. Mais il y a toute une partie en amont, pardon, qui est extrêmement importante, qui pour moi est même presque plus importante, et qui, je crois, n'est pas le panache de l'économie, mais qu'on retrouve dans d'autres sciences sociales, qui est la capacité à interroger et à problématiser un sujet. Voilà. Donc, qui est au fondement du raisonnement analytique. Donc, pour moi, la première compétence transversale que les étudiants acquièrent avec la licence PPE, c'est celle-ci. C'est la capacité à interroger un sujet ou une grande question de société économico-politique avec des outils différents. Voilà. Ce qu'on ne retrouve pas évidemment lorsqu'on fait une licence, on va dire, qui n'est pas pluridisciplinaire ou qui n'a pas un petit peu cette originalité qu'on retrouve dans la PPE.
Super, merci beaucoup Jérôme, merci pour cette explication. Écoutez, on va refermer la partie économie, sauf si vous avez, voilà, est-ce que vous avez un mot à ajouter sur ce point-là, ou est-ce qu'on peut passer, je pense que je vais passer après la dimension internationale, parce qu'il y a des questions au niveau de l'anglais dans le chat aussi, si ça vous va. Ouais, je passe à la dimension. Alors, j'ai des questions. Alors, j'ai une question. Attendez, je vais reprendre parce que c'était Alexia qui avait. Donc, qui nous demandait quel niveau d'anglais pour intégrer en fait Espol. Donc, ça, je reviens là-dessus. Alors, c'est un bon niveau de lycéen. On ne demande pas aux étudiants d'être bilingues à l'arrivée. Ils le seront à la fin de la licence, certainement. Mais on demande un bon niveau de lycéen. Ça veut dire, c'est un peu comme pour les maths, c'est toujours le même principe. On aime bien l'anglais. C'est une langue qui nous plaît, avec laquelle on a envie de s'en servir tous les jours. Et puis, pour vous donner une idée un petit peu de niveau, quand on regarde une série sur Netflix, on la regarde sans sous-titres en anglais, on peut la raconter à quelqu'un en anglais, la résumer rapidement en anglais. Et si on lit un article de presse classique, internationale, en anglais, on comprend globalement de quoi parle l'article. Peut-être pas tous les mots, mais on comprend le sens de l'article. Et puis, on peut le raconter à quelqu'un en anglais, les résumer en anglais. Donc ça, c'est à peu près les niveaux qu'on demande. Et de toute façon, non seulement il y a une partie des cours qui est donnée dans la langue anglaise, mais en plus, les étudiants, pour nous, la LV1, c'est l'anglais. Donc, les étudiants, ils ont des cours de la langue anglaise chaque semaine à leur niveau. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter pour le niveau d'anglais. Il faut un bon niveau de lycéen. Et je vois la question qui est, est-ce qu'il faut passer une certification pour postuler chez nous? Alors, pas du tout. En fait, les étudiants passent les certifications une fois chez nous. Donc, ils passent les Cambridge niveau C1. Donc, pas besoin de passer TOEFL, TOEIC en arrivant chez nous sur Parcoursup. D'accord. Super, merci. Et il y a Alexia, du coup, qui ajoute quelles sont les matières en anglais, s'il vous plaît. Toutes les matières théoriques. En fait, c'est-à-dire que dans le programme, il y a 50% des cours en anglais, 50% en français. Théoriquement, tous les cours peuvent être en anglais. Il n'y a pas de cours qui sont spécifiquement en français. Donc, il y a des cours de philo en anglais, des cours de philo en français, des cours d'économie en anglais, et des cours d'économie en français, des cours de sciences politiques en français et en anglais. Et donc, il faut être capable de comprendre les trois disciplines dans les deux langues. Sachant que, avec la pratique et en plus le fait qu'il y a des heures spécifiques d'anglais dans le cursus à tous les semestres, le niveau d'anglais, même si en L1 parfois il est effectivement pas excellent, assez vite les étudiants ont un niveau d'anglais qui devient très correct. À partir de la deuxième année, généralement, ça commence à être tout à fait acceptable. Si je peux me permettre d'ajouter un point de détail, mais qui peut-être sera utile à certaines des gens qui nous regardent. On a la très grande majorité des professeurs, moi y compris, Nathanaël, c'est le cas de Nathanaël également, qui enseignent des cours en anglais, mais qui sont francophones. Donc, et moi ça m'est arrivé d'avoir des étudiants, surtout en première année, qui ont parfois un peu de mal avec la matière, et puis en plus avec l'anglais qui vient compliquer l'apprentissage, et d'avoir un échange en français. Donc c'est pas un problème. Vous voyez, il ne faut pas penser qu'il y a cette espèce de barrière infranchissable de la langue qui à aucun moment ne tombera, et que si on a des difficultés d'apprentissage sur le fond, on ne pourra pas parfois avoir un échange bilatéral avec le professeur ou la professeure en français. Voilà. Mais l'enseignement reste en anglais, bien sûr. Après, ça ne change rien. Mais voilà. Juste pour compléter les propos de Jérôme, parce que Jérôme, il est notre academic advisor pour les étudiants en licence PPE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque licence, nous avons un ou plusieurs academic advisors. Donc, ce sont les profs référents avec qui les étudiants peuvent prendre rendez-vous pour un rendez-vous individuel, un cours tutoré en quelque sorte. Par exemple, tu me corrigeras, Jérôme, si je me trompe, mais j'ai un sujet, des méthodologies sur un cours que je ne comprends pas comment résoudre, je prends rendez-vous avec mon academic advisor pour essayer de comprendre, de trouver des techniques pour traverser cet obstacle et trouver des solutions pour mieux apprendre, appréhender un cours. Donc ça, c'est vraiment important, je pense, qui peut rassurer aussi les parents. Si les parents nous envoient les enfants de loin, il y a aussi ce système d'accompagnement qui est possible au-delà des cours qui permet d'approfondir ou en tout cas traverser les quelques difficultés qu'on peut rencontrer assez facilement avec un prof référent.
Merci Olivia, super. Moi j'ai une question, je voulais un petit peu savoir comment ça se traduit concrètement en fait la dimension internationale du programme. Donc on peut parler il y a en anglais, il y a en français, mais sinon concrètement, comment se valide cette dimension en fait? Est-ce que vous pouvez nous dire? Bah, je peux peut-être commencer par le côté pédagogique et après Olivia elle pourra Oui. peut-être pour parler aussi des échanges, etc. Niveau pédagogique, donc il y a anglais, français sur les langues, mais il y a aussi l'ouverture pédagogique du point de vue des contenus. C'est-à-dire que ESPOL, c'est une école qui est très ouverte à la recherche internationale et donc ça se reflète aussi dans l'offre de cours. Le fait qu'on donne cours sur des corpus francophones, mais on donne aussi beaucoup de cours sur de la recherche et des auteurs anglophones, probablement un peu plus que ce qui se fait par ailleurs dans le champ français. Donc, au niveau pédagogique, cette dimension internationale, elle apparaît très clairement et elle reflète le fait qu'il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes au sein d'ESPOL qui viennent eux-mêmes d'autres pays européens et qui donc ont des inscriptions internationales différentes. Donc cet aspect international, il est reflété dans l'équipe pédagogique, mais aussi dans les cours en résultante. Super, parfaite transition avec ma prochaine question. En fait, je voulais connaître les méthodes d'enseignement. Alors, qu'est-ce que vous privilégiez? Est-ce qu'il y a je pense qu'il y a des cours magistraux, c'est plutôt les travaux de groupe? Est-ce que vous faites les deux? Si je continue là-dessus, si je continue, le niveau pédagogique, on a un peu de tout au niveau de la pédagogie. On a des cours magistraux qui sont accompagnés de travaux dirigés, donc deux formats différents. Du coup, les travaux dirigés qui servent à appliquer les concepts qui sont vus en cours magistraux, et donc dans lesquels il y a plus d'interaction avec l'encadrant, puisque les groupes sont plus petits et donc il y a des interactions individualisées. Et puis, il y a aussi des formats qui sont intermédiaires, à savoir des formats plus séminaires, notamment sur les cours électifs, donc les cours que les étudiants et les étudiantes peuvent choisir spécifiquement, et donc qui ne sont pas des cours obligatoires, mais donc il faut qu'ils en choisissent certains, et puis il y a une liste de cours, et ils choisissent les cours électifs qu'ils préfèrent. Et donc là, c'est plutôt un format séminaire dans lequel, généralement, les classes sont autour de entre 25 et 35 étudiants ou étudiantes, et pour lesquels aussi, il est possible d'avoir des interactions plus soutenues qu'en amphi avec une promo entière, où ça peut être un peu plus compliqué vu le nombre. Ouais. Donc, on retrouve en fait ces différents formats. Et en plus de ça, il y a aussi, comme Olivia l'a mentionné, la possibilité de demander des rendez-vous individuels. Tous les professeurs, on a des heures de bureau pendant lesquelles les étudiants peuvent venir nous voir, poser des questions pédagogiques, académiques, etc. Donc, je dirais qu'il y a un peu toute cette panoplie de possibilités du point de vue des interactions pédagogiques. Je te remercie. J'ai une question là d'Alexia qui demande la taille des groupes de TD. Alors, généralement, moi, dans mon cours, typiquement, en TD, ils sont 22-23 par groupe de TD. Ok. Parfait. Ça peut un peu varier, je pense, en fonction du cours, s'ils sont avec d'autres licences ou pas. Je ne sais pas si, Jérôme, toi, c'est à peu près les chiffres que tu as aussi. C'est pareil, oui, à peu près 25, maximum 25, ouais. Ok, bon, merci pour votre réponse à Alexia. Je voulais maintenant, est-ce qu'on peut entamer aussi parler d'une journée type en fait, journée type, semaine type en PPE. Est-ce que on avait parlé au tout début, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, peut-être pour nos internautes? S'il y a une journée type par ailleurs, est-ce qu'il y en a une? Oui, comme je disais tout à l'heure, après Jérôme et Nathanaël pour en compléter, mais c'est des journées qui peuvent au plus tôt démarrer à 8h du matin. Donc voilà, par un cours qui peut durer 2-3 heures en fonction des cours qui suivent ce jour-là des étudiants. Ensuite, chaque licence a quand même 1 heure pour manger à midi, c'est quand même important à souligner. Et ensuite, nous avons sur notre campus énormément de salles de travail, ce qui implique qu'entre les cours, les étudiants se retrouvent pour travailler en groupe. Ils peuvent aussi aller à la bibliothèque qui est juste en face de notre campus. Et la journée peut se terminer au plus tard à 19h30 parce que les langues, les LV2, LV3 sont données les soirs. Donc effectivement,
La journée peut être longue et en même temps, elle n'est jamais en continu parce qu'on peut avoir un cours le matin, ensuite avoir une pause, aller à la bibliothèque, revenir. Donc, au plus tard, ça se termine à 19h30. Et il est possible aussi, important à souligner dès maintenant, qu'il y ait un cours qui ait lieu un samedi matin. C'est possible. D'accord. Ok. C'est Merci rare, beaucoup. mais Ouais. c'est possible. Ça arrive, ouais. Ok. D'accord. Parfait. Merci. Merci Olivia. Alors j'ai des questions aussi. Alors j'ai une question de Clémence là qui demande combien de places sont ouvertes en première année. Olivia peut-être? Oui, alors on a l'année dernière, donc pour cette année, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais l'année dernière, on avait 130 places qui étaient ouvertes sur Parcoursup. Et tout de suite, je réponds à la question qui peut suivre, combien de candidatures? Donc, nous avons eu 900 candidatures pour la licence PPE. D'accord. Ok. J'espère que cette réponse vous conviendra, Clémence. Parlons débouchés à présent. J'ai vu qu'il y avait encore des questions et on les posera en temps requis. Alors, il nous reste à peu près 20 minutes là sur ce webinaire. Les internautes, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et si vous en avez d'autres et qu'on ne peut pas répondre aujourd'hui, Olivia, un peu plus haut, avait mis son contact dans le chat. Elle pourra le remettre, le réactualiser. Évidemment, donc n'hésitez pas à contacter Olivia et l'école. Sur les débouchés, alors, quels sont les acquis soft skills des diplômés qui sont généralement appréciés par les employeurs? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Je vous laisse, je sais pas, peut-être Olivia, je sais pas, sur les acquis, les soft skills, ouais. Moi, je peux Oui. simplement. Alors, il faut savoir que la licence PPE a démarré il y a 2 ans. Donc, les étudiants, la première cohorte, première promotion PPE, est en 3e année de licence aujourd'hui. Donc, si vous voulez, on n'a pas encore le retour, évidemment, par manque de temps, hein, tout simplement, de la part des employeurs, mais même plus généralement de la part des étudiants là-dessus. C'est une licence qui est très récente, qui a 2 ans d'existence. Voilà. Alors, je ne sais pas si Olivia, peut-être tu as des informations que je n'ai pas, mais c'est vrai que pour nous, c'est difficile d'avoir un point de vue rétrospectif là-dessus. Oui, ça, c'est tout à fait vrai. Donc, c'est les étudiants qui vont finir cette année. Ce sera notre première cohorte qui sort de la licence PPE. En revanche, comme les étudiants suivent économie, philo et sciences politiques, je peux vous donner un petit peu des éléments de réponse concernant les 2 autres licences qui se quand même recoupent avec cette licence-là. Donc, on a les étudiants quand ils restent en France, ils choisissent Sciences Po Paris ou les IUP en fonction de leur appétence pour une région ou un sujet en particulier. Mais nous avons à peu près 40% de nos étudiants, et ça se confirmerait, je pense, avec les étudiants actuellement en 3e année de PPE, qui souhaitent aller étudier à l'étranger pour compléter une licence en France avec un master à l'étranger. Et donc, ça, c'est une tendance qu'on voit qui se dessine de plus en plus et dans tous les domaines. Donc là, les étudiants qui font PPE, comme ils ont aussi cette grande partie d'économie, quand on les reçoit, quand on discute avec eux, il y a aussi toute la question peut-être des business schools, des écoles de management, des écoles de commerce en France à l'étranger. Et puis l'autre partie qui se dirige plutôt vers tous les métiers en lien avec la science politique, tout ce qui est gouvernance, diplomatie, toutes les questions de journalisme. Donc ça, c'est les grandes tendances qu'on voit apparaître. Mais les chiffres exacts, on les aura que l'année prochaine, une fois que cette cohorte sortira. D'accord, ouais, très clair. Merci Olivia, merci Jérôme. Quel type de, moi j'ai une autre question, mais je vais en faire une en deux. Quel type de master en fait sont accessibles après la licence et quel métier en fait s'ouvre à un diplômé de la licence PPE? Donc, c'est ce que je disais, aussi bien quand on fait la science politique ou une licence PPE ou une licence de relations internationales, en soi, ce ne sont pas des métiers. Ça veut dire qu'on licence, on suit une culture générale d'excellence. Donc, l'image que je pourrais vous donner, en fait, on arrive on a un petit peu d'économie ou beaucoup d'économie, on a de la philo, on a de la science politique. Et au fur et à mesure des cours, des rencontres avec les professeurs, avec les anciens, le métier se précise et il se confirme en master. Donc, c'est vraiment une culture générale d'excellence en licence. Et puis, en master, on confirme les choix. Donc là, vraiment,
Bon, la science politique, dont la PPE, ce sont les voies royales pour tout ce qui est les métiers de journalisme, tout ce qui est en lien avec l'économie, le droit international, droit des affaires, droit européen, tous les métiers de conseiller. On a aussi beaucoup d'étudiants qui se dirigent vers les métiers en lien avec l'ESS, avec l'économie sociale et solidaire, les ONG, et qui ont cette appétence pour l'international. Donc, c'est pour ça, les étudiants, souvent, ils choisissent un master à l'étranger. Donc, les 3 pays phares pour nos étudiants, ça reste le Royaume-Uni, avec les belles écoles SOAS, LSI et King's, qui sont nos 3 premières écoles que les étudiants choisissent en master. Ensuite, c'est les Pays-Bas, avec des très bonnes universités qui proposent des masters entièrement en anglais, aussi bien en économie qu'en sciences politiques. Et puis, la 3e destination, plutôt privilégiée par les Français, c'est le Canada. Ok. D'accord. Et où ça au Canada, tu as dit, excuse-moi, Au Canada, c'est souvent en fonction des appétences qu'ils ont, mais c'est Ouais. souvent l'Université de Montréal ou ailleurs, mais en fonction mais souvent c'est à Montréal, enfin en tout cas au Québec. D'accord, parfait, merci. Parce que du coup, c'était la question Alexia là, qui demandait par rapport donc tu y as répondu sur les échanges à l'étranger, s'il y avait des échanges possibles en fait, et avec quelles universités, quel pays. Donc tu y as répondu, tu es parfaite Alexia. Olivia, merci beaucoup. Et j'espère que la réponse est bonne pour vous, Alexia. Allez, on va parler maintenant modalité de candidature. C'est intéressant. On avait eu des questions. Je crois qu'il y avait une question un peu plus haute par rapport à ça. Oui, voilà, il y avait Clémence qui demandait par rapport aux frais de scolarité pour la licence, en fait. C'est une très bonne question. Nous sommes une université privée, donc les frais de scolarité sont basés sur les revenus de parents. Et donc, il y a une simulation possible sur notre site internet, mais pour vous donner une fourchette, ça va de 4 000 € pour les revenus les moins élevés à 12 000 € pour les revenus les plus élevés. D'accord, très clair. Parfait, merci. Rien à ajouter là-dessus. Alors, voilà, je reste sur ce sujet, mais est-ce qu'il y a des profils que vous recherchez particulièrement à l'école ou profils préférables, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des... on a parlé de... Bon, je pense que c'est Jérôme et Nathanaël qui pourront tous vous répondre, mais moi je dirais curieux. Les gens qui sont curieux, bien sûr, c'est clair. Oui, je pense que curieux, c'est la qualité première. Il y avait une question un peu plus haut qui était sur plutôt profil scientifique ou littéraire, etc. Je pense oui, que tout à fait. Les deux peuvent s'y retrouver. Ce qu'il faut, c'est que, le préférable, effectivement, c'est que si jamais vous êtes un profil plutôt littéraire, que vous soyez tout de même, vous n'ayez pas perdu le contact avec les côtés plus formels, et que vous soyez prêt à vous remettre un peu dedans, donc ne pas être allergique totalement à cet aspect-là. Et les profils scientifiques, être aussi effectivement intéressés par les aspects, donc je mets dans littéraire les aspects plus conceptuels, normatifs, qu'on trouve en théorie politique ou en philosophie. Donc ces 2 profils-là sont tout à fait bienvenus dans tous les cas. Parfait, merci. Clémence qui demande, faut-il avoir une moyenne générale minimum ou une mention au bac pour entrer chez ESPOL? Non, alors d'une part, Clémence, on ne verra pas les bacs de votre enfant puisque le bac arrive après les résultats des Parcoursup, donc on ne voit pas le bac. Et il n'y a pas des moyennes minimum ou voilà, toute candidature, nous l'analysons. C'est en fonction des autres candidats forcément, donc il faut être meilleur que les autres, mais il n'y a pas de moyenne qui élimine un candidat. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut postuler, voilà. Merci. Merci Olivia. Donc Alexia qui revient en fait sur sa question avec je reviens un petit peu là sur les échanges en fait, qui disait je pensais plus à des échanges possibles durant les 3 ans, pas seulement pour le master à l'issue de la licence. Oui. Tout à fait. Alors, concernant les échanges, donc les étudiants en licence PPE sont invités à partir au premier semestre de leur 3e année. Donc voilà, c'est les premiers semestres de la 3e année. Ils ont fait 2 années complètes chez nous et ils peuvent postuler parmi nos 150 partenaires. Donc, ils vont quelque part étudier. Aujourd'hui, nous avons les partenariats partout dans le monde. Donc, c'est un petit peu compliqué de vous répondre parce que nos étudiants, ils plébiscitent l'Amérique du Sud et l'Asie, mais on a aussi les partenariats en Erasmus en Europe. Nous avons les partenaires au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Nord. Donc, vraiment, on couvre assez largement le monde entier. Donc, l'étudiant ou l'étudiante part quelque part étudier en anglais souvent la science politique, l'économie ou la philo chez notre partenaire.
Parfait, merci. Pour donner un peu des exemples, comme moi et Jérôme, on encadre des DDR, donc des dossiers de recherche en troisième année. Donc on voit à peu près où sont les étudiants. Donc typiquement, moi j'en avais au Japon, à l'université de Tokyo, à Taïwan, en Espagne, en Italie, Oui. en Amérique du Sud, à Madagascar, au Canada. Donc ça couvre pas mal de champs à ce niveau-là. Donc, et je pense que pour donner à peu près la proportion, il me semble que c'est plus de 80% des étudiants qui partent en échange Oui, c'est ça. au semestre 5. Donc, Super, génial, merci. Et j'ai une autre question. Alors concernant de Anne en fait qui demandait la licence PPE est-elle reconnue par le ministère de l'enseignement supérieur? Oui, toutes nos licences sont Ouais, reconnues, les masters aussi. important ça. Ouais. C'est un diplôme d'État, tout à fait. D'accord, parfait. Merci. Donc j'avais une autre question donc de Anonyme. Quel SP recommandez-vous en premier terme? Est-ce qu'il y a une SP? Je pense que c'est Première première et et terminale, ouais, je pense. Oui, c'est ça. En fait, alors on Première terminale, oui, pardon. Première terminale, oui, bien sûr. Tout à fait. on recommande pas spécialement des spécialités parce que c'est vraiment important pour la PPE d'avoir les maths, de bien aimer les maths, ça c'est la base. Mais ensuite, vous pouvez faire aussi bien littéraire que scientifique et tout nous convient à partir du moment où vous avez des bonnes notes, cette appétence pour les maths Ouais. et les maths jusqu'au bout de votre lycée. Mais il n'y a pas de spécialité en particulier. D'accord. Est-ce qu'il y a une possibilité de se démarquer dans sa candidature au niveau des modalités quand on candidate chez ESPOL? En fait, les dés sont déjà jetés puisque ce sont les Ouais, notes qui sont de fin de première, les bacs français. Il reste un fin de second trimestre en terminale ouais, ou le premier semestre si quelqu'un est au semestre. Donc, en fait, c'est vraiment tout le travail que l'étudiant, enfin le candidat a fourni entre première et terminale. Donc, nous, on regarde l'ensemble du dossier. Donc, c'est ça, c'est tout le travail que vous avez, les élèves ont déjà effectué. Donc, ouais, voilà. d'accord. J'en viens à la question sur les bourses d'études. Est-ce que voilà, un élève qui souhaite intégrer ESPOL, il peut en bénéficier? Comment faire? Quelles sont les conditions? Est-ce que Olivia, tu peux nous dire peut-être? Alors, nous sommes les étudiants, ils peuvent venir chez nous avec une bourse du Crous. Nous sommes éligibles, les étudiants Ok. peuvent être boursiers du Crous. Mhm. Et ensuite, nous proposons deux types de bourses. Une bourse sur mérite, donc c'est à partir du moment où l'étudiant a fini son premier semestre. S'il se retrouve avec une bonne moyenne, il peut postuler à la bourse au mérite. Et on a aussi des bourses sociales, donc qui sont là pour les étudiants. Alors, les candidats ne peuvent pas postuler, c'est une fois qu'on est étudiant chez nous, où on Ouais. peut demander une aide exceptionnelle si on a besoin d'un coup de pouce pour les frais de scolarité, s'il y a un accident de la vie qui est arrivé ou un souci familial. On a des assistants sociaux qui sont là pour trouver des solutions et permettre aux étudiants de suivre les cursus jusqu'au bout. Et nous avons une seule bourse qui est destinée vraiment à les étudiants qui sont les plus hauts échelons de bourse du Crous, qui permet, de moment où ils candidatent, de couvrir leurs frais de scolarité pendant les 3 années d'études chez nous. Ça, D'accord. c'est pour les Ouais. boursiers du échelon 5 et 6. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je vais reprendre un peu les questions du chat. Là, on avait une question aussi de Clémence. Alors, il n'y a pas d'oral pour être sélectionné chez ESPOL. Peut-être que oui. Non, c'est vraiment Non. les dossiers qui priment. Il n'y a pas d'oral puisque nous avons les étudiants qui postulent du monde entier. Donc, ça serait Ouais. un peu compliqué d'organiser Ouais. les oraux, surtout avec 900 candidatures. Mais en tout cas, voilà, c'est les dossiers qu'on regarde dans l'ensemble. Voilà. Ouais, ça ferait beaucoup de boulot pour les admissions, c'est certain. Ok, bah, merci pour cette réponse, c'est intéressant. Question d'Alexia. Quelle différence importante entre la licence PPE et celle des relations internationales? Qui veut répondre? Moi, je peux vous dire, parce que j'enseigne en licence Euro et en licence PPE le cours d'introduction à l'économie, que la manière d'aborder l'économie en relations internationales est assez différente. Donc là-dessus, je pense qu'il y a une vraie singularité. Après, je pense qu'au-delà de ce cours, c'est vraiment le développement de techniques dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des outils de la science économique que l'on apprend uniquement dans la licence PPE.
et qu'on ne retrouve pas dans le cursus Euro et le cursus RI à ESPOL, voilà, qui ont d'autres mérites, bien entendu, mais où on n'a pas ce volet économique, sciences économiques, qui permet de singulariser d'une certaine manière l'apprentissage des étudiants. Voilà. Et pour compléter, c'est aussi vrai avec le côté philosophique, c'est-à-dire la RI, la maquette elle est très bien si les étudiants s'intéressent aux relations internationales, mais elle est beaucoup plus orientée sciences politiques et sciences politiques avec une dimension internationale. Donc il va y avoir plus de cours de ce que je vois, les cours que mes collègues donnent, beaucoup de cours qui sont plus spécifiques sur des aires géographiques particulières, donc les relations internationales, Indo-Pacifique, etc. Donc il y a un aspect géopolitique ou de relations internationales qui est beaucoup plus marqué. En PPE, on va davantage s'intéresser effectivement aux outils fondamentaux des disciplines, typiquement le raisonnement en économie, en philosophie aussi. Il y a certains cours de philosophie qui vont être en RI, mais qui vont être plus spécifiques à des sujets de RI, donc typiquement les migrations, par exemple, ou ce genre de sujet-là, alors qu'en PPE, on va avoir une approche plus large au niveau du cursus. Merci Nathanaël. Il y avait une question un peu plus haut, mais vous y avez un petit peu répondu, mais bon, je la pose quand même. C'était concernant la répartition des 1500 élèves, des 1500 étudiants en fait. Comment sont-ils répartis? Donc, c'est 1000, nous avons par licence, donc 130 étudiants à peu près en licence PPE par année. Et ensuite, nous avons 200 étudiants par année dans les autres licences. Donc, c'est globalement plutôt des licences. Ensuite, qui représentent 1300 à peu près d'étudiants. Ensuite, nous avons nos étudiants en master. Et ensuite, nous avons nos étudiants qui viennent chez nous en échange pour un semestre ou une année. Ok, parfait. Merci Olivia, c'est parfait. Écoutez, les internautes, on va bientôt en terminer avec ce webinaire. Je vais quand même vous laisser le mot de la fin à Olivia, Nathanaël et Jérôme. Voilà, est-ce que vous avez peut-être des sujets, enfin en tout cas un petit mot à dire à nos internautes qui nous suivent là en direct ou peut-être après en replay? Moi, j'ai une phrase que j'avais préparée. Alors, c'est par rapport à l'économie, bien sûr, parce que vous avez compris que c'est ce qui fait l'originalité avec la dimension philo également de cette licence. Mais en tant qu'économiste et professeur d'économie, je suis obligé d'insister là-dessus, parce que je sais qu'ESPOL est une école de sciences politiques d'abord, c'est comme ça qu'elle se présente et c'est ce qu'elle est. Et donc, on a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui viennent et qui ne sont pas toujours convaincus absolument de l'intérêt de l'économie ou même de ce que l'économie pourrait leur apporter en tant qu'étudiants de sciences politiques. On a parlé des débouchés avec le journalisme, par exemple, ou les carrières dans l'administration ou même en politique, et il n'est pas forcément évident de faire le lien avec l'économie. Moi, ce que je dis souvent à mes étudiants, y compris et surtout même ceux de la licence Euro, ceux de la licence PPE, je les ai plus souvent et ils font de l'économie, mais même ceux de la licence Euro, je leur dis, ça y est, il y a cette phrase de Michel Rocard qui disait « Si vous ne vous occupez pas de politique, c'est la politique qui s'occupera de vous ». Et je leur dis, allumez la télé, regardez les débats à l'Assemblée nationale, l'économie est partout. Et si vous ne vous occupez pas d'économie, bah, c'est l'économie qui s'occupera de vous, voilà, tout simplement. Donc, d'une certaine manière, moi, je trouve que l'enseignement de l'économie, en tout cas faire de l'économie, c'est vraiment un atout très important, en tout cas qui me semble extrêmement valorisant pour des jeunes diplômés de sciences politiques, et c'est pour ça que j'invite les gens qui nous regardent aujourd'hui, évidemment, à considérer la licence PPE comme étant une voie possible pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, s'il s'agit des parents. En effet, c'est complètement d'actualité, c'est certain. Peut-être Nathanaël, un petit mot. Merci Jérôme, merci beaucoup. Pour aller dans le même sens, je pense il y a la dimension économique et l'actualité et le fait que c'est inévitable en un sens de rencontrer ces problèmes-là et qu'une licence en PPE, ça arme pour ces questions-là. Comme Jérôme a bien développé ce point-là, je présenterai un deuxième aspect qui est non seulement, je pense,
on développe de bons outils pour comprendre ces enjeux, mais en plus, on développe des compétences qui seront utiles et qui sont transposables par la suite. À savoir, on peut se dire typiquement sur la théorie politique ou la philosophie, quand c'est tout seul, bon, c'est quoi les débouchés, etc. Je pense que la manière de le croiser avec l'économie et la science politique, ça rend les compétences beaucoup plus transposables à d'autres domaines, et notamment sur toutes les possibilités de s'intéresser aux questions de politique publique, aux questions de conseil, aux questions et tout ça avec les gains qu'offre le raisonnement en philosophie. Typiquement, si on regarde en dehors de la France, les gens qui sont formés en PPE, ils ont en fait des trajectoires qui sont très larges et très différentes dans la société par la suite. Donc évidemment, il y a le conseil, la politique, etc., mais qui peuvent aussi s'orienter dans des secteurs totalement différents. Et je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est de bien former son esprit à pouvoir utiliser des outils pour résoudre toute une série de problèmes différents. En fait, qu'ils soient économiques, politiques, des politiques publiques, etc. Et je pense que ça, c'est des grandes qualités du programme. Parfait, merci Nathanaël. Olivia? Que dire après ces belles... Ouais, c'est vrai, hein, c'est pas... Ouais, franchement, qui a fait en dernier. c'est Moi, vrai. je dirais juste que si aujourd'hui j'ai passé mon bac, je ferai la PPE. C'est clair. Allez, bah, c'est parfait, je prends. Mais en tout cas, merci vraiment à tous les trois. C'était passionnant. Je n'ai pas vu le temps passer, franchement, et ça donne envie, c'est clair. Les internautes, n'hésitez surtout pas donc à contacter donc Olivia et Espol et à intégrer l'école. Magnifique école. Et voilà, donc vous retrouverez les internautes, donc ce replay au sein d'un article qui paraîtra donc en fin de semaine dans lepetitjournal.com sur toutes nos éditions. Vous pourrez revoir cette vidéo, et pour ceux qui n'ont pas pu la voir aujourd'hui et qui étaient inscrits, vous allez recevoir donc le lien du replay dans quelques minutes. Voilà, merci à tous. Merci Olivia, merci Jérôme et Nathanaël. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Super. Au revoir. Merci, au revoir.